Le chapitre 7a, transformation chimique. Sciences. Voyons la signification de l'équation de la réaction chimique. Que se passe-t-il lors de la combustion du carbone dans le dioxygène? Prenons, et c'est purement utopique, 32 atomes de carbone pour 6 molécules de dioxygène. Donc microscopiquement, on peut modéliser ça comme ça. Au départ, on a 32 atomes de carbone très liés. Ils sont à l'état solide, donc ils sont en contact les uns avec les autres et juste animés d'un léger mouvement de vibration. Et à droite, on a 6 molécules de dioxygène à l'état gazeux, donc elles sont séparées par du vide et sont en mouvement incessant et désordonné. Donc avant la combustion, ça donne ça. Et puis nous allons amener de l'énergie sous la forme d'une flamme. Et donc on va porter à haute température tout ça. L'énergie d'agitation thermique sera suffisante pour que la réaction se fasse et qu'une molécule de dioxygène réagisse avec un atome de carbone pour donner une molécule de dioxyde de carbone. On recommence. Encore. Une autre fois. Jusqu'à ce que la réaction s'arrête. La combustion est terminée. Pourquoi reste-t-il du carbone? Alors pour répondre à ça, je vais vous proposer quelques analogies macroscopiques. Soyez attentifs. Prenons une monture de lunettes et 2 verres. Combien de paires de lunettes l'opticien peut-il fabriquer? Est-ce que tout le monde est d'accord que l'opticien va fabriquer une paire de lunettes? Si je prends maintenant 2 montures, 4 verres, combien l'opticien peut-il fabriquer de paires de lunettes? Est-ce que tout le monde voit qu'il va en fabriquer 2? Si maintenant je prends 3 montures, ça se complique, et puis 6 verres, combien l'opticien peut-il fabriquer de paires de lunettes? Tout le monde voit qu'il peut en fabriquer 3? Alors, dans ce cas-là, si à l'état initial j'ai une monture et 4 verres,
qu'allons-nous avoir à l'état final? Eh bien, à l'état final, nous allons avoir une paire de lunettes et puis 2 verres. On va dire que les verres sont en excès parce qu'il en reste à la fin de la transformation dans l'état final. Ce cas-là maintenant, alors j'ai 3 montures, j'ai 4 verres. L'opticien va réussir à transformer tout ça en combien de paires de lunettes? Eh bien, tout le monde voit que nous allons obtenir 2 paires de lunettes. Nous avions notre état initial et à l'état final, il reste des montures. Donc, on dit que les montures sont en excès. Donc, dans ce cas-là, les 32 atomes de carbone à l'état initial que nous allons mélanger et faire réagir avec 6 molécules de dioxygène. Vous voyez que sur l'image, on a 6 atomes de carbone qui ont été représentés d'une couleur légèrement différente parce que sur ces 32 atomes de carbone, eh bien, il n'y en a que 6 qui vont réagir et il va donc rester à la fin 26 atomes de carbone. Pourquoi? Parce qu'un atome de carbone s'associe à 2 atomes d'oxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone. Et donc au total, comme on avait 6 molécules de dioxygène, ce sont 6 molécules de dioxyde de carbone qui ont été produites. Et il va rester 26 atomes de carbone qui n'ont pas participé à la combustion. On dit que le carbone est en excès. Peut-il rester du dioxygène à la fin de la combustion? Réfléchissez à un exemple où il va rester du dioxygène à la fin de la réaction. Eh bien, par exemple, si on prend 6 atomes de carbone et 8 molécules de dioxyde de gène, vous voyez qu'il va se former combien de molécules de dioxyde de carbone? 6. Et il va rester 2 molécules de dioxygène, parce que chacun des 6 atomes de carbone va s'associer à 2 atomes d'oxygène, c'est-à-dire à une molécule d'oxygène, pour former au total 6 molécules de dioxyde de carbone. Il va donc rester 2 molécules de dioxygène qui n'ont pas participé à la combustion. On dit que le dioxygène est en excès. Le carbone et le dioxygène peuvent-ils totalement disparaître lors de la combustion? Il faut que vous réfléchissiez dans quelle quantité on doit introduire le carbone et les molécules de dioxygène pour que toutes ces 2 espèces chimiques disparaissent totalement à la fin de la réaction, qu'il n'en reste plus. Eh bien, si on prend 6 atomes de carbone et 6 molécules de dioxygène, il va se former 6 molécules de dioxyde de carbone et il ne restera aucun des 2 réactifs. Chacun des 6 atomes de carbone va s'associer à 2 atomes d'oxygène pour former au total 6 molécules de dioxyde de carbone. Tous les atomes de carbone et toutes les molécules de dioxygène ont participé à la combustion. On dit que le carbone et le dioxygène sont en proportion stoichiométrique. Si on fait un bilan chimique de la combustion. Donc au départ, on a 6 atomes de carbone en présence avec 6 molécules de dioxygène. Et à la fin, il va se former 6 molécules de dioxyde de carbone, qui vont donc être constituées de 6 atomes de carbone et de 12 atomes d'oxygène. Donc on voit bien qu'avant et après, on a le même nombre d'éléments. Lors de la combustion du carbone, le nombre d'éléments de chaque sorte se conserve. Et donc, la masse se conserve. La masse des réactifs ayant réagi doit être égale à la masse des produits formés. Si on veut écrire l'équation, on va représenter ces modèles moléculaires par le symbole des éléments. Donc le carbone, son symbole c'est C, le dioxygène c'est O2, le dioxyde de carbone c'est CO2. Pour simplifier l'écriture, on va placer devant les formules les plus petits nombres entiers possibles. Donc ici, l'équation va s'écrire 1C plus 1O2 donne 1CO2. Or, il se trouve que par convention, on n'écrit pas le 1. Donc on va juste écrire C plus O2 donne CO2.
Si on veut représenter la réaction chimique à l'échelle macroscopique du chimiste, pour réfléchir à ça, je vous propose ce petit exercice. Donc si on prend deux molécules de dihydrogène avec une molécule de dioxygène, on va obtenir 2 molécules d'eau. Que se passe-t-il dans ce cas? Eh bien, vous voyez que nous avons 4 molécules de dihydrogène qui réagissent avec 2 molécules de dioxygène pour donner 4 molécules d'eau. On complique. Qu'est-ce qu'on peut écrire dans ce cas-là? Eh bien, 6 molécules de dihydrogène réagissent avec 3 molécules de dioxygène pour donner 6 molécules d'eau. Compliquons encore beaucoup. Combien de molécules de dihydrogène vont réagir avec 1000 molécules de dioxygène? Le double. 2000 molécules de dihydrogène réagissent avec 1000 molécules de dioxygène pour donner 2000 molécules d'eau. Donc ça signifie la même chose, mais comme on convient d'écrire l'équation chimique le plus simplement possible, eh bien on l'écrit avec les coefficients stoichiométriques entiers les plus petits possibles. Les coefficients stoichiométriques, ce sont les nombres qui sont devant les formules chimiques dans l'équation. Donc microscopiquement, on dit que 2 molécules de dihydrogène réagissent avec une molécule de dioxygène pour donner 2 molécules d'eau. Ou alors on va écrire que 2000 molécules de dihydrogène réagissent avec 1000 molécules de dioxygène pour donner 2000 molécules d'eau. Si on complique, et maintenant qu'on recherche le nombre de molécules de dihydrogène nécessaires pour faire réagir Na molécules de dioxygène. Bien, nous allons écrire 2 Na molécules de dihydrogène plus Na molécules de dioxygène donne 2 Na molécules d'eau. Ce qu'on peut aussi traduire en 2 paquets de molécules de dihydrogène réagissent avec un paquet de molécules de dioxygène pour donner 2 paquets de molécules d'eau. Vous vous souvenez qu'on a fait des paquets dans lesquels on a mis 602 10 puissance 23 entités. Et puis on a décidé que ce n'était pas assez snob comme nom, donc on l'a dit, pas 2 paquets mais 2 moles. Et donc, cette équation traduit à la fois un bilan microscopique, mais aussi un bilan macroscopique. Donc cette même équation chimique peut être interprétée soit à l'échelle atomique ou à l'échelle macroscopique. Elle traduit un bilan qui peut être exprimé en nombre d'atomes de molécules ou d'ions, mais aussi en nombre de moles d'atomes de molécules. Intéressons-nous maintenant à la notion de réactivité. C'est un réactif dont la quantité de matière est nulle à l'état final. Les autres réactifs sont dits en excès. À ce moment-là, je vous invite à réaliser l'activité 4, puis l'activité 5. Pour en faire le bilan, la quantité initiale du réactif limitant se détermine par proportionnalité à partir de l'équation de réaction et des quantités de matière des autres réactifs. On utilise un tableau qui classe les réactifs de la transformation chimique considérée, les nombres stoichiométriques issus de l'équation de la réaction, et enfin les quantités de matière initiale, dont certaines sont connues et dont on cherche la valeur pour un des réactifs. Dans le cas de la réaction chimique entre une espèce chimique grand A et une espèce chimique grand B, modélisée par l'équation de la réaction, petit a espèce chimique A réagissent avec petit b espèce chimique B pour donner les produits. Quand on introduit un nombre de moles initial d'espèce chimique A avec un nombre de moles initial d'espèce chimique B, quand on remplit le tableau, dans les réactifs, eh bien, nous avons les espèces chimiques A et B. Quand on s'intéresse aux nombres stoichiométriques, qui sont les nombres devant les symboles, les formules chimiques des espèces chimiques, pour l'espèce chimique grand A, on a le nombre stoichiométrique petit a, et pour l'espèce chimique grand B, on a l'espèce chimique petit b. Quant aux quantités de matière initiale, eh bien, c'est constitué du nombre de moles initial de l'espèce chimique A et de l'espèce chimique B. Quand on a terminé ce tableau, eh bien, on peut appliquer un produit en croix pour déterminer les proportions stoichiométriques
c'est-à-dire les proportions dans lesquelles les réactifs sont introduits à l'état initial pour que leur quantité de matière soit nulle à l'état final, qu'il ne reste à la fin aucun des deux réactifs. Donc ce produit en croix nous donne petit a fois le nombre de moles initial de l'espèce chimique grand B est égal à petit b fois le nombre de moles initial de l'espèce chimique grand A. Ce qui peut se mettre sous la forme Ni, nombre de moles initial de l'espèce chimique grand A divisé par petit a, doit être égal au nombre de moles initial de l'espèce chimique grand B divisé par le nombre petit b pour que les proportions soient stoichiométriques. C'est une façon plus facile de retenir les proportions qui existent entre les quantités de matière initiale des réactifs. Quand ces quantités de matière ne respectent pas les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire quand les quantités de matière initiale des réactifs n'obéissent pas à l'équation précédente. Pour identifier le réactif limitant, que faut-il faire? Il faut comparer ces quotients. Et c'est le plus petit de ces deux quotients entre Ni de A divisé par petit a et Ni de B divisé par petit b qui va correspondre au réactif limitant. C'est-à-dire le réactif qui va disparaître totalement à la fin de la réaction et dont la quantité de matière sera nulle à la fin de la réaction. À ce moment-là du cours, je vous invite à réaliser l'activité 6. Alors, une petite application rapide. La question est de réfléchir, est-ce que dans ce cas-là, les proportions sont stoichiométriques ou pas? Donc, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne l'équation chimique de la transformation chimique qui a lieu entre le méthane et le dioxygène. Cette équation s'écrit CH4 gazeux plus 2O2 gazeux donne 2H2O liquide plus 2CO2 gazeux. Et puis, on nous donne des diagrammes représentant l'état initial et l'état final. À l'état initial, on voit que l'on introduit 2 moles de méthane et 2 moles de dioxyde de dioxygène. Qu'observe-t-on à l'état final? Eh bien, il reste 1 mol de méthane et 0 mol de dioxygène. Et donc, comme la quantité de matière finale du dioxygène est nulle, cela signifie que c'est le réactif limitant. Et comme il reste du méthane à la fin de la réaction, CH4, cela signifie que le méthane est le réactif qui est en excès. Dans ce cas-là, c'est toujours la même transformation chimique modélisée par la même équation chimique. Et l'état initial est différent. On met une demi-mole de méthane, CH4, pour 2 moles de dioxygène. On observe l'état final et on s'aperçoit qu'il reste du dioxygène. Donc, est-ce que les proportions sont stoichiométriques? Non, car si les proportions étaient stoichiométriques, les deux réactifs auraient totalement disparu lors de la réaction, leur quantité de matière aurait été nulle à la fin pour les deux. Quel est le réactif limitant? Le réactif limitant, c'est celui dont la quantité de matière est nulle à l'état final. Donc on observe l'état final, on voit que le dioxygène a une quantité de matière qui n'est pas nulle à l'état final, il en reste, donc c'est le réactif limitant. Et que par contre, le méthane a bien une quantité de matière nulle à l'état final, c'est donc lui le réactif limitant. Continuons avec une autre activité. Dans ce cas, on nous présente la combustion du dihydrogène H2 modélisée par l'équation de la réaction 2H2 plus O2 donne 2H2O. Ce que l'on peut représenter microscopiquement par deux molécules de dihydrogène qui vont réagir avec une molécule de dioxygène pour donner deux molécules d'eau. Si on s'arrête un petit peu sur cette représentation microscopique,
on peut dire que d'une part, il faut le double de molécules de dihydrogène par rapport aux molécules de dioxygène pour que les réactifs soient dans les proportions stoichiométriques. Et sinon, eh bien, on voit que si deux molécules de dihydrogène réagissent, cela donne deux molécules d'eau. Autrement dit, le nombre de molécules de dihydrogène qui réagissent et qui sont transformées est égal au nombre de molécules d'eau formées. Bien. Ensuite, on nous propose 3 expériences avec à chaque fois un état initial différent. Et on nous demande, pour les 3 cas, de représenter l'état final. Pour l'expérience numéro 1, on observe 4 molécules de dihydrogène que l'on va mettre en présence et faire réagir avec 4 molécules de dioxygène. D'après l'équation de la réaction, quand on a 2 molécules de dihydrogène, il faut qu'il y ait une molécule de dioxygène. Là, on a 4 molécules de dihydrogène, donc elles vont réagir avec 2 molécules de dioxygène. Et donc, il va en rester 2 molécules de dioxygène à l'état final. Bien, donc on retient qu'il va falloir représenter 2 molécules de dioxygène à l'état final qui n'auront pas réagi. Ce dioxygène est le réactif en excès. Et maintenant, il nous faut calculer le nombre de molécules d'eau. Or, à l'introduction, dans l'aspect microscopique de la réaction, nous avons vu il se trouve qu'il se forme autant de molécules d'eau qu'il y a de molécules de dihydrogène au départ. Et donc ici, il suffit de compter le nombre de molécules de dihydrogène, 4. Ces molécules de dihydrogène étant le réactif en défaut, elles vont totalement réagir et il va donc se former 4 molécules d'eau. Donc voilà notre état final avec ces 4 molécules d'eau, sans oublier les 2 molécules de dioxygène. Observons la seconde expérience. Nous mettons 4 molécules de dihydrogène en présence de 2 molécules de dioxygène. Et on voit que dans ce cas-là, les réactifs sont introduits dans des proportions telles qu'il y ait le double de molécules de dihydrogène par rapport aux molécules de dioxygène. On est exactement dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire qu'il ne restera aucun des 2 réactifs à l'état final. Mais combien de molécules d'eau vont se former? Nous avons déjà vu dans l'équation de la réaction qu'il se forme autant de molécules d'eau qu'il y a de molécules de dihydrogène au départ, si celui-ci est le réactif limitant. Dans les proportions stoichiométriques, eh bien, il va réagir totalement et donc il va se former autant de molécules d'eau qu'il y avait de molécules de dihydrogène. Il y en avait 4, il va se former 4 molécules d'eau. Et il ne restera aucun réactif parce que nous sommes dans les proportions stoichiométriques dans ce cas-là. L'expérience numéro 3 maintenant, on l'observe. On a 3 molécules de dioxygène. D'après l'équation de la réaction, il faudrait, pour que les réactifs soient dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire qu'ils réagissent totalement et que leur quantité de matière soit nulle à la fin, il faudrait donc qu'il y ait 6 molécules de dihydrogène, le double. Or, on en a un petit peu plus, on en a 7. Donc, il y en a une en trop qui ne va pas réagir. Le dihydrogène est le réactif en excès, le dioxygène est le réactif limitant, dont la quantité de matière sera nulle à la fin de la réaction. Combien de molécules d'eau vont se former? Eh bien, si on prend l'équation de la réaction, si on s'intéresse au dioxygène, on voit qu'il se forme le double de molécules d'eau par rapport au nombre de molécules de dioxygène au départ. À chaque fois qu'il y a une molécule de dioxygène qui réagit, il se forme 2 molécules d'eau. Donc ici, nous avons 3 molécules de dioxygène qui réagissent. Il va se former 3 fois 2 égale 6 molécules d'eau.
n'oublions pas de rajouter notre molécule de dihydrogène en excès. Et voilà notre état final. Une autre application. On nous demande de déterminer le réactif limitant. Au cours des transformations ci-dessous, les quantités initiales des réactifs A et B sont égales à 3 moles chacune. On nous donne la modélisation par une équation chimique de plusieurs réactions chimiques. Donc la première, on a 2Mg plus O2 donne 2MgO. La seconde, on a Al3+, plus 3Cl- qui donne AsCl3. Et la dernière, on a H2 plus Cl2 qui donne 2HCl. La question est, d'après les quantités initiales des réactifs A et B, déterminer le réactif limitant dans chaque transformation. Donc, nous avons vu qu'il faut comparer les quotients Ni de A divisé par petit a et le quotient Ni de B divisé par petit b. Petit a et petit b étant les coefficients stoichiométriques, c'est-à-dire les nombres qui apparaissent devant les formules des espèces chimiques dans l'équation. Pour la première, nous avons 2Mg, c'est-à-dire que pour le réactif A qui est le magnésium Mg, le coefficient stoichiométrique est 2, qui réagissent avec un O2, c'est-à-dire que pour le réactif B qui est le dioxygène, le coefficient stoichiométrique est 1. Donc nous devons comparer le nombre de moles initial de Mg divisé par 2 avec le nombre de moles initial du dioxygène divisé par 2. Le nombre de moles initiales sont égales à 3 à chaque fois. Donc pour le magnésium, ce quotient devient 3,5. Et pour le réactif B, ce quotient est égal à 3 divisé par 1, c'est-à-dire 3. Il est clair que 3,5 est plus petit que 3. Donc dans ce cas-là, le réactif limitant, c'est le magnésium. Dans le second cas, on a l'espèce chimique A qui sont des ions Al3+, avec un coefficient stoichiométrique qui est égal à 1. Pour le réactif B, nous avons des ions chlorure, pour le réactif B, avec un nombre stoichiométrique, un coefficient stoichiométrique qui est égal à 3. Donc il faut comparer Ni de Al3+ divisé par 1 avec Ni de Cl- divisé par 3. Donc à gauche, 3 divisé par 1 nous donne 3. À droite, 3 divisé par 3 nous donne 1. Le quotient le plus petit correspond au réactif B, qui est donc le réactif limitant. Il va totalement disparaître à la fin de la réaction, sa quantité de matière sera nulle. Le dernier cas, le réactif A est du dihydrogène, le réactif B est du dichlore. Les coefficients stoichiométriques sont tous les deux égaux à 1. Et cette fois-ci, quand on va comparer le nombre de moles initial de A divisé par petit a avec le nombre de moles initial de Cl2 divisé par petit b, nous allons obtenir 3 divisé par 1 des deux côtés. Et donc, il n'y en a pas un qui est plus petit. Ce qui signifie que les réactifs sont dans ce cas-là introduits dans les proportions stoichiométriques. Ils disparaissent tous les deux totalement à la fin de la réaction. Leur quantité de matière est nulle. On recommence dans cette cas-ci. Dans ce cas-ci, la quantité initiale du réactif A est égale à 8 moles. Et on nous demande de déterminer la quantité initiale du réactif B pour que les réactifs soient dans les proportions stoichiométriques. Et les deux réactifs sont alors dits limitants. Donc on observe. Dans le cas petit a, on a Cl2 qui réagit avec 2HI. Donc, le coefficient stoichiométrique de Cl2 vaut 1. Le coefficient stoichiométrique de HI vaut 2.
pour être dans les proportions stoichiométriques, on doit avoir Ni de Cl2 divisé par 1 est égal à Ni de Hi divisé par 2. La quantité initiale de Cl2 est égale à 8. Donc on a 8 divisé par 1 qui est égal à ce qu'on cherche divisé par 2. Et donc ce qu'on cherche, la quantité de matière initiale du réactif B, est égale à 16. Dans le second cas, on a 4 Na qui réagissent avec 1 O2. C'est-à-dire que pour être dans les proportions stoichiométriques, on doit avoir Ni de Na divisé par 4 qui doit être égal à Ni de O2 divisé par 1. À gauche, Ni de Na divisé par 4 est égal à 8 divisé par 4, soit 2. Et c'est égal à Ni de O2 divisé par 1. Donc, la quantité de matière initiale de B, dans ce cas-là, doit être égale à 2. Dans le dernier cas, on a 2 allèles qui réagissent avec 3 H2O. Donc les proportions stoichiométriques doivent être telles que le nombre de moles de Al divisé par 2 doit être égal au nombre de moles de H2O divisé par 3. Le nombre de moles de H2O doit être égal donc à 3/2 du nombre de moles de Al. Le nombre de moles de Al vaut 8 divisé par 2, 4, fois 3, 12. Donc le nombre de moles initial de H2O doit être égal à 12. Bien, il faut placer les mots espèces chimiques spectatrices, des réactifs, des produits et réactifs limitants. On nous donne une équation de réaction avec plusieurs choses. 2 fois Na plus Aq plus OH moins Aq plus Cl2 gazeux donne 2 fois Na plus Aq plus Cl moins Aq plus ClOAq plus H2O liquide. Et on nous donne les évolutions quantitatives des quantités de matière concernant les ions de cette transformation. On va d'abord s'intéresser aux quantités de matière nulles à l'état final. Ce sont les deux droites vertes et violettes. Ce sont donc celles dont la quantité de matière est nulle à l'état final, et donc on peut considérer que ce sont des proportions stoichiométriques, ce sont les réactifs. Ils n'avaient pas besoin d'être nuls, ces quantités de matière. Il suffit de regarder les droites qui ont une pente négative, c'est-à-dire qui sont décroissantes, qui indiquent que la quantité de matière diminue au cours du temps. Ensuite, il suffit de regarder les droites qui indiquent que la quantité de matière augmente au cours du temps. Ce sont les produits. Quant à la droite rouge, dont la quantité de matière ne varie pas au cours du temps, elle constitue les espèces chimiques spectatrices. Si ils sont nuls, tous les deux, leur quantité de matière à la fin, ça veut dire qu'on était dans les proportions stoichiométriques. Nous allons maintenant parler des effets thermiques des réactions chimiques. Une transformation chimique est un processus qui affecte aussi l'énergie que possède un système chimique. Les révisions que vous pourriez faire sont celles sur l'énergie que nous avons déjà fait. Je vous rappelle un point étymologique. Exo, ça signifie vers l'extérieur. Endo, ça signifie vers l'intérieur. Je vous rappelle la convention porte-monnaie. Quand de l'argent rentre dans votre porte-monnaie, il est compté positivement et il s'agit d'une transaction financière endo-financière. À l'inverse, quand de l'argent sort de votre porte-monnaie, eh bien, il est compté négativement et c'est une transformation qui peut être qualifiée d'exo-financière puisque cela va vers l'extérieur de notre système porte-monnaie. C'est donc la même chose que nous avons vu aussi, qui est valable aussi pour les transformations physiques. Elle s'applique aussi aux transformations chimiques.
cette convention entre guillemets porte-monnaie. Donc, pour les flèches bleues, la numéro 1, l'encadré numéro 1, nous voyons que de l'énergie est cédée vers l'extérieur du système et donc il s'agit d'une transformation exothermique qui est comptée négativement. Le transfert thermique, l'énergie échangée est comptée négativement. À l'inverse, du cas où de l'énergie rentre dans le système gagne de l'énergie et donc la transformation est endothermique et tout ce qui entre, toute énergie qui entre dans le système, qui est captée par le système, est comptée positivement. Des exemples de transformation chimique exothermique et des exemples de transformation un peu plus tard chimique endothermique. Donc quand le système cède globalement de l'énergie, cette énergie cédée peut se traduire par un effet thermique correspondant à une élévation de la température du milieu extérieur et dans ce cas-là, la transformation est dite exothermique. À l'inverse de transformations pour lesquelles le milieu extérieur va avoir sa température qui va diminuer, et donc du point de vue de notre système, ça sera une transformation qualifiée de thermique. Quand le système chimique absorbe de l'énergie, cette énergie absorbée peut se traduire par un effet thermique correspondant à une baisse de température du milieu extérieur. La transformation est alors dite endothermique. Dans certains cas, la transformation est athermique et ne s'accompagne d'aucun effet thermique. Il n'y a pas d'échange d'énergie. Alors, observons les exemples suivants. Donc on part de haut à 20 degrés Celsius. On y rajoute une solution aqueuse de chlorure de potassium et on s'aperçoit que la température chute à 5 degrés Celsius. Et donc dans ce cas-là, la réaction est endothermique parce que le système a absorbé de l'énergie qui a fait que la température du milieu extérieur a eu une baisse. A l'inverse, si on prend de l'eau à 20 degrés Celsius et qu'on y rajoute une solution aqueuse d'acide chlorhydrique, eh bien la température va augmenter à 35 degrés Celsius. C'est-à-dire qu'il va y avoir une libération d'énergie vers le milieu extérieur qui fait que la température du milieu extérieur augmente. Et du coup, cette réaction, dans ce cas-là, elle est dite exothermique. À ce stade, je vous propose de réaliser l'activité 7 sur les tableaux d'avancement. Et le cours est terminé. Je vous invite à faire les exercices de votre manuel Hachette 2019, page 123 et plus. Les obligatoires sont les numéros 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et conseillé, je vous conseille donc de faire le numéro 23 en plus, mais il n'est pas obligatoire. Et c'est terminé.